En fait, l'intitulé de votre journée, la santé mentale, se trouve pas seulement ici, mais en juillet dernier, j'ai terminé mon mandat de 4 ans à la présidence de l'Association internationale de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, et dont j'ai voyagé dans plein de pays. Et dans tous les pays, on se pose cette question du handicap, de la santé mentale et de la psychiatrie. Et d'ailleurs, en fait, je dirais, on se pose surtout la question de la santé mentale et du handicap, et plus tellement de la psychiatrie. Et d'ailleurs, quand on regarde le programme de cette journée, le mot psychiatrie n'apparaît que dans les intitulés des structures. Dans les intitulés des conférences, le mot n'existe plus. Et quand je pose la question aux collègues, je leur dis, mais pourquoi vous dites plus le mot psychiatrie? Parce que quand on parle de santé mentale, on nous écoute. Quand on parle de handicap, on nous écoute encore plus. Quand on parle de psychiatrie, on ne nous écoute pas, on ne nous donne pas de moyens. Donc on ne prononce plus le mot. Alors, peut-être que c'est comme ça, le vocabulaire change, il faut s'y faire, et puis voilà, et puis après tout, peut-être que la santé mentale c'est mieux que la psychiatrie, mais peut-être pas. Mais peut-être que ça pose problème de ne plus parler du mot de psychiatrie. Et donc, je vous propose pendant ces 3 quarts d'heure, ou moins, de démembrer cette problématique et de voir dans quelle mesure la question de la santé mentale peut être une question pertinente, en particulier quand on est un politique, peut-être moins quand on est un médecin, que la question du handicap, puisque la déficience intellectuelle aujourd'hui c'est dans le domaine du handicap psychique, donc du handicap, elle est effectivement à une authentique pertinence, et peut-être aussi pour les médecins et les psychiatres. Et puis la question de la psychiatrie, alors est-ce qu'elle persiste dans nos sociétés occidentales modernes? Alors, d'abord c'est une vieille histoire. Quand on remonte à la source de notre médecine occidentale, c'est-à-dire de Hippocrate, la psychiatrie n'est pas là, puisque Hippocrate il dit « l'âme appartient au philosophe, le corps au médecin ». Et d'ailleurs, on retrouve ça dans notre psychiatrie d'aujourd'hui avec les psychothérapeutes, les psychanalystes installés en ville qui disent qu'ils ne font pas de psychiatrie. Ils s'occupent d'une forme de souffrance psychique. Hein. Et vous savez d'ailleurs que les premiers sophistes étaient exercés comme psychothérapeutes en ville. On dit même que les sophistes sont les premiers psychothérapeutes. Alors donc d'un côté, Hippocrate dit que l'âme appartient au philosophe. Mais en fait, il ne le fait pas complètement, puisqu'il s'occupe de la mélancolie, il s'occupe de la manie, il s'occupe de la phrénitis. Ils n'avaient pas exactement les mêmes définitions des maladies psychiatriques, mais c'est pas si loin que ça. Donc il y a une ambiguïté déjà il y a 2500 ans autour de ça. Et puis il y a eu un grand changement dans la plupart de nos pays au XIXe siècle, en France avec Pinel. Alors il y a un historien qui dit Pinel c'est l'annexion par la médecine du domaine des passions. Et c'est vrai qu'avec la naissance de la psychiatrie au XIXe siècle, eh bien le malade mental, alors on n'appelait pas ça comme ça à l'époque, mais aujourd'hui c'est comme ça qu'on les dénomme, c'est le médecin qui va s'en occuper. Donc vous voyez, depuis 2500 ans, on a un va-et-vient à propos des sujets ayant une souffrance psychique entre ceux qui considèrent que ça relève du champ de la médecine et ceux qui considèrent que ça n'en relève pas. Alors, depuis le XIXe siècle, on a toujours ce va-et-vient avec des mouvements asilaires qu'il y a eu au XIXe siècle, début du XXe siècle, dans tous les pays, puisqu'ici on est dans une structure historiquement, comme en France, qui correspond aux grands hôpitaux psychiatriques, donc qui correspondent aux mouvements asilaires, et puis des mouvements de désinstitutionnalisation qu'on a dans la plupart des pays, parce que c'est vrai que laisser les patients dans des asiles, on les protège peut-être de la dureté du monde, mais on les empêche de s'exprimer en tant que citoyens. Et cette oscillation, eh bien, elle perdure et on a du mal à se stabiliser, à trouver le compromis qui va faire qu'on les protège et on leur permet de se réaliser en tant qu'être humain. Alors pour la psychiatrie pour enfants, c'est encore plus compliqué et ça aussi c'est vrai dans tous les pays, c'est qu'on a 3 interlocuteurs historiques qui continuent à cohabiter plus ou moins bien ensemble. Le monde du scolaire,
puisque les enfants vont à l'école, les enfants doivent apprendre pour devenir des humains responsables et productifs. Et bien entendu, quand on a des problèmes psychiatriques ou un déficit intellectuel, alors se posent des problèmes scolaires. On a des problèmes juridiques parce que pas mal de troubles du développement conduisent à des troubles du comportement et donc à des transgressions de la loi, et donc le judiciaire arrive. Et puis le monde du soin, parce que en permanence, dans nos consultations, nous avons des enfants qui nous arrivent sous prétexte que, eh bien, les enseignants, les juges disent « nous on n'en peut plus, c'est pour vous ». Donc on a une espèce de billard triangulaire avec des billes qui sont les patients et qui tournent d'un endroit à l'autre. Et dans certaines circonstances, dans certains pays, c'est plutôt une des bandes qui va jouer et dans les autres, c'est une autre. Et puis l'argent aussi, parce que bien sûr, un instituteur ne gagne pas autant d'argent qu'un psychiatre. Et donc parfois, il est tentant pour des politiques de mettre plutôt l'argent dans un sens que dans un autre. Donc on a ça et c'est ça qui structure notre monde du soin psychiatrique, de la santé mentale et du handicap. Alors, on pourrait dire, bon, ben d'accord, on va organiser cet équilibre, mais en fait, les choses sont devenues plus compliquées depuis la seconde moitié du XXe siècle. Et c'est vraiment devenu extraordinairement compliqué parce que notre monde est devenu extraordinairement compliqué. Alors, on va voir tous les paramètres que je vous propose de dépioter, et on va voir dans quelle mesure ils expliquent le fait que maintenant le vocabulaire est devenu aussi compliqué. Alors de mon point de vue, il y a au moins trois grands changements qui se sont opérés à partir de cette deuxième moitié du XXe siècle et qui continuent à accélérer de plus en plus en ce moment. Le premier, c'est que c'est le deuxième volet de la modernité. La modernité, c'est le XVIIIe siècle. L'homme devient autonome par rapport à la tyrannie de la société. Sauf que devenir autonome, eh ben, ça ne simplifie pas l'existence. Devenir autonome, c'est une source d'angoisse. Et on a des philosophes, en particulier des philosophes allemands, qui disent que exister, c'est être angoissé. Et c'est un peu vrai, pour être honnête. Alors en plus, on a quand même au milieu du XXe siècle la Seconde Guerre mondiale. C'est pas rien. Et puis on a progressivement, à partir de la Seconde Guerre mondiale, des changements de société colossaux liés aux bouleversements technologiques. Alors en ce moment, les bouleversements technologiques, on les a à la puissance 100, avec le fait que nos jeunes vivent des interactions sociales que nous n'avons jamais vécues à leur âge. Le fait d'être en permanence dans des réseaux sociaux, d'échanger 200 à 300 SMS par jour, ça fait que notre relation à l'autre est complètement différente aujourd'hui qu'il y a longtemps. Et donc, nous vivons avec un poids d'angoisse sur notre vie de tous les jours et sur le futur de nos enfants qui est absolument sans équivalent. Et ça, c'est à l'origine d'une formation réactionnelle. Une formation réactionnelle, c'est un truc que les psychanalystes nous apprennent, c'est que par exemple, que quand un jeune se rend compte qu'il a tendance à être transgressif avec la loi, eh ben, il peut devenir un voyou, mais il peut décider de devenir un policier ou un juge. C'est une formation réactionnelle. On peut se construire à l'opposé de ce vers quoi on tend naturellement. Et je pense que le fait d'être autant, d'avoir une chape d'anxiété sur nos épaules, fait qu'on est parti dans une fuite en avant vers une quête de bien-être. Et donc, depuis la deuxième moitié du XXe siècle, il y a du bien-être partout. Donc, dans la définition de la santé de l'OMS, 1945, la santé, un état de bien-être total, psychique, physique et social, ce qui est un truc complètement impossible. Un état de bien-être complet, psychique, physique et social, c'est épuisant. Ça va bien une minute, et après on stop, on dit j'en peux plus. Juste, je voudrais être comme il faut, quoi. Bien-être total, c'est complètement, c'est utopique et c'est même fatigant. Et d'ailleurs, quasiment au même moment, il y a les déclarations des droits de l'homme qui va même encore plus loin. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, ça je veux bien, son bien-être et ceux de sa famille. Donc on a droit au bien-être.
On a droit au bien-être. Et certains vont même dire que cette espèce de moulinette au bien-être va être récupérée par la société de consommation et même le capitalisme. Alors c'est des sociologues à tendance marxisante, c'est pas forcément ma tasse de thé, mais ce qu'ils disent n'est pas ridicule. Et ils disent par exemple, autrefois on disait il faut que les gens soient bien dans leur travail pour qu'ils soient heureux. Maintenant on dit il faut que les gens soient heureux pour qu'ils soient efficaces dans leur travail. Et puis, on a donné tout à l'heure la définition de la santé mentale par l'OMS. Et quand on la lit comme ça, on ne se rend pas compte. Mais effectivement, la santé mentale de l'OMS, 2001, donc on voit quand même qu'entre 1945, la définition de la santé et la santé mentale, il y a eu un chemin pour pouvoir définir la santé mentale. Alors, on retrouve, la santé mentale, c'est un état de bien-être, encore du bien-être, dans lequel la personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, ça me va, accomplir un travail productif. C'est quand même fou que la définition de la santé mentale, même pas de la santé, hein, de la santé mentale, c'est pour avoir en particulier un travail productif. Pourquoi pas? Peut-être, ça ne me dérange pas hein, si la société veut ça, mais ce n'est pas anodin. Et donc certains parlent, dans cette quête du bien, ils parlent de happycratie. Et il y aurait même des gens qui seraient des happychondriaques. C'est drôle, mais c'est vrai. On voit des gens, ils veulent que tout aille bien en permanence, et c'est chouette, etc. Et quand on est avec eux, on dit, mais stop, mais en fait, tu n'y crois pas à ce que tu dis. C'est pas vrai. Enfin, on sent qu'à l'intérieur, ils vont mal, quoi. Si ça déborde comme ça de bienveillance et de bien-être, c'est qu'à la fin, à l'intérieur, ça ne va pas si bien que ça, hein, bien entendu. Donc, premier point, une fuite en avant autour du bien-être, et donc l'éclosion de ce concept de santé et de santé mentale, qui n'était pas comme ça avant. Hein. La santé, avant, aux premières moitiés du XXe siècle, c'était la vie dans le silence des organes. C'est-à-dire la santé, c'est ne pas se sentir vivre. Et la santé mentale, ben en fait, c'est ne pas avoir de problème dans sa vie psychique. C'est pas être bien, hein. Parce qu'être bien, c'est pas la même chose que de ne pas avoir de problème. Il y a une marge de manœuvre très importante entre les deux. Donc premier point, santé mentale, dont acte, on y reviendra. En tout cas, notre société évolue vers ça et c'est une réalité dont on doit tenir compte. Deuxième point, la question du handicap. Alors là aussi, début de la deuxième moitié du XXe siècle, il faut réaliser que les médecins ne savent pas s'occuper du handicap. Pourquoi? Parce que ça ne les intéresse pas. Parce que c'est pas glorieux de s'occuper du handicap. Le médecin, il est bien quand il réanime un arrêt cardiaque. Là, c'est un héros. Quand s'occuper des maladies chroniques ou des états stables que sont les handicaps, c'est pas très intéressant. Et donc, il le faisait mal. Il le faisait mal. Et donc les politiques s'en sont rendus compte. Premier point. Deuxième point, il y a aussi un changement de société qui est bon. C'est-à-dire les sociétés ne vont pas plus mal. Hein. Je noircis pas le tableau. Nous nous occupons mieux de nos patients aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Qu'ils soient adultes ou enfants. C'est une réalité. Hein. Ce n'est pas parce que les sociétés changent qu'elles changent vers le mal. Hein. Donc, nos sociétés ont évolué vers le bien, en particulier en se féminisant. Il y a une féminisation de la société. C'est de la sociologie à 3 balles, mais c'est une réalité. Il y a plus de bienveillance. Hein, on dit il faut être bienveillant. On le dit. Avant, on ne le disait pas. On dit il faut inclure les gens différents dans la société. On le dit. On va voir qu'on ne le fait peut-être pas, mais avant on ne le disait pas. Donc c'est un progrès de le dire. Et puis il y a eu un renversement de la notion de victime. Avant, quand vous étiez victime, vous étiez un minable. Maintenant, quand vous êtes une victime, vous avez droit à être reconnu comme une victime. Ça a été étudié par des sociologues. La charnière vient vraisemblablement des États-Unis autour de la guerre du Vietnam. Avant, on a fêté le centenaire de la guerre de 14. Quand vous étiez une victime de la guerre de 14, vous étiez un échec.
après la guerre du Vietnam, vous avez un syndrome de stress post-traumatique qu'on voit dans toutes les séries télévisées maintenant. Hein. Vous êtes traumatisé, donc on a droit et donc vous avez le droit de vous plaindre, alors qu'avant c'était le contraire. Donc la reconnaissance du statut de victime est une véritable rupture dans nos sociétés. Et d'ailleurs même, on en arrive à un tel point aujourd'hui que si vous n'êtes pas une victime de quelque chose, vous n'êtes pas grand-chose. Mais c'est comme ça. Le bien n'est jamais sûr. Alors, en plus, donc tout ça est bien. Bienveillance, inclusion, reconnaissance des victimes, c'est bien. C'est bien. En parallèle, il s'est passé quelque chose, c'est qu'on dit qu'il faut inclure, d'accord, et c'est vrai que nos sociétés fonctionnent parce qu'il y a un commun, parce qu'on est un groupe. Mais ce groupe a changé aussi dans les 50 dernières années. Ce groupe a changé parce qu'avant, nous avions des référentiels communs très forts. Nous avions une culture, une religion, une histoire. Et aujourd'hui, on l'a toujours, mais on a du mal avec ça. On a du mal avec les religions, vous êtes au courant. Et l'histoire, l'identité, c'est compliqué à gérer au quotidien. Et donc, du coup, on a du mal à savoir qu'est-ce qui fait société. Et comment on le gère? Eh bien, on le gère en rajoutant des textes de loi. Et on peut dire aujourd'hui qu'on est passé d'un stade d'une intersubjectivité de masse, c'est-à-dire avant, nous faisions groupe, et c'était implicite, nous faisions groupe parce qu'on se retrouvait à la messe le dimanche matin, parce qu'on avait des choses en commun. Et maintenant, on fait groupe parce qu'on obéit aux mêmes lois. Hein? C'est une intersubjectivité contractualisée. Et d'ailleurs, on le voit même, vous savez, dans les rapports entre les hommes et les femmes, hein, plus ça va, plus on tend vers, on se marie, et même dans les rapports sexuels, éventuellement, on va dire, etc., on va contractualiser tout de plus en plus. C'est comme ça, je ne dis pas que c'est mal, hein, parce que ça permet d'éviter des choses catastrophiques. C'est juste que c'est comme ça. Et donc, du coup, l'inclusion de la différence, certes, on le fait, mais ce n'est pas forcément avec tant de bienveillance que ça. C'est une inclusion contractualisée. C'est-à-dire, vous voyez, en France, les personnes handicapées, par exemple avec un fauteuil roulant, on a le devoir de les accueillir partout. Et c'est dans la loi. Mais on n'est pas content. On n'est pas content parce qu'il faut que les toilettes fassent 3 mètres carrés ou 4 mètres carrés. Et donc, comme les mètres carrés coûtent cher dans Paris, ça veut dire que s'il y a plus de mètres pour les toilettes, il y a moins de mètres pour la salle de séjour. Et donc, ça coûte cher d'inclure les handicapés. Et il faut casser la largeur des portes, etc., etc. Hein. Et donc, oui, on inclut, mais en grinçant des dents. Alors donc ça, c'est le deuxième point, c'est le handicap. Le troisième point, c'est la question du corps. On est dans des sociétés où le corps, on n'a plus tellement envie de le voir. Alors, de toujours, faut bien faire attention à ce qu'on dit quand on parle de corps. De toujours, on a eu des problèmes avec nos organes. Hein, et ça, c'est quelque chose qu'on oublie complètement, c'est que quand nous sommes malades et qu'on va voir le médecin, on est bien d'accord, en général, c'est un organe qui ne va pas bien. On oublie que quand on est un humain, on a un corps, à l'intérieur, on a des organes, mais ces organes, vous en ignorez tout. C'est-à-dire, vous avez des reins, vous avez une rate, vous ignorez tout de vos reins et de votre rate, vous n'êtes même pas capable de vous en faire une image. C'est vous, mais vous n'êtes même pas capable de vous en faire une image. C'est-à-dire, l'imaginaire de l'intérieur de notre corps n'existe pas. Et ça, c'est quand même quelque chose de considérable quand on s'intéresse à la question de la médecine. Mais ça, c'est depuis toujours. Sauf quand on est chirurgien. C'est pour ça qu'ils ont un statut social un peu particulier. Donc, les organes, on ne sait pas ce que c'est. Mais le corps, quand même, on le voit. Parfois, on est nu. D'ailleurs, vous voyez, là, on les passe. Et ce n'est pas une question qui fait froid. Hein. C'est une question qu'on ne le montre pas. Mais parfois, on le montre. Et donc, notre corps, on le voit. On se regarde dans le miroir. Eh bien, de moins en moins, on se regarde dans le miroir. Pourquoi ? C'est à cause de Photoshop. C'est que aujourd'hui, notre imaginaire du corps, il est notre imaginaire qu'il y a dans les revues. Et ce n'est pas un imaginaire de vrai corps. Alors, non seulement ce sont des sujets qui sont jeunes, qui ont encore travaillé, mais en plus les images sont trafiquées. Et donc on ne peut plus voir nos corps
parce que nos corps vieillissent, et vieillir dans nos sociétés, c'est pas très bien. Et puis vieillir, ça veut dire qu'on va mourir, et on a un problème avec la mort aussi. Alors, les hommes ont toujours eu des problèmes avec la mort, hein, c'est ontologique. On est, et au bout de quelques années, on sait qu'on va mourir, et c'est quelque chose d'intolérable. C'est vrai, mais c'est encore pire qu'avant. C'est encore pire qu'avant. Il y a 300 ans, un enfant sur deux ne dépassait pas l'âge de 3-4 ans pour des maladies infectieuses dans nos pays. Hein. Donc, et les gens étaient malheureux de ça. Hein. Les gens étaient toujours... On dit, ben oui, ils avaient l'habitude de perdre leurs enfants, donc ils s'en foutaient, mais pas du tout. Ils étaient très tristes de perdre leurs enfants. Mais ils savaient que c'était très probable que ça allait arriver. Hein. La vie, la mort était triste, mais elle était là, en permanence. Aujourd'hui, c'est plus le cas. La mort est un scandale. Hein. Le corps vieillissant est un scandale, la mort est un scandale. Et du coup, ça complique l'organisation de la médecine. Et là aussi, il y a une formation réactionnelle. C'est que on ne sait pas ce que c'est que nos organes, on ne veut pas voir notre corps, on ne veut pas penser à la vie, et il y a de la biologie partout. Il y a des biotrucs partout. On parle de biocarburants, de bio, etc. On parle de biologie sans arrêt, c'est-à-dire l'étude de la vie, comment c'est fait, etc. Et on ne la voit pas. On refuse de voir le vivant tel qu'il est réellement. Et du coup, là-dedans, la médecine a bien du mal à s'organiser. Et la médecine est devenue un endroit sanctuarisé où on délègue le corps, les organes et la vie. Et d'ailleurs, d'une façon assez particulière, c'est que les médecins eux-mêmes ne touchent plus le corps. Hein. C'est médiatisé, on fait des IRM, des échographies, des tomographies par émission de positons, etc. Et d'ailleurs, on va consulter un médecin et c'est tout juste s'il vous regarde aujourd'hui. Hein, il est devant l'ordinateur, etc. Il regarde. Tout est devenu de l'image et même des nombres liés au dosage des examens complémentaires. Hein. Et la vie est derrière tout ça. Et donc notre médecine, en fait, hein, et c'est vrai dans la plupart de nos pays, la médecine occidentale est avant tout aujourd'hui une médecine d'urgence vitale, de maladies aiguës. Et d'ailleurs, on sait bien que le traitement des maladies chroniques, ça ne marche pas trop. Et d'ailleurs, c'est drôle, vous savez quel est le scandale de la médecine, enfin, pour les médecins, quel est le scandale aujourd'hui? C'est que des patients puissent ne pas prendre leur traitement. C'est-à-dire, on voit vraiment le clivage entre une médecine d'organes complètement technicisée, où le patient est devenu un sujet abstrait, biologique, et la réalité du soin, qui est que le patient est profondément ambivalent par rapport à sa maladie et à ce qu'il va devenir. Il y a un clivage considérable. Bon. Alors, quand on commence à faire la synthèse de tout ça, la synthèse de tout ça, c'est que tout participe au fait que la psychiatrie disparaisse. Parce que, d'un côté, il y a de la santé mentale, c'est du bien-être, mais le bien-être, c'est pas de la psychiatrie. D'un autre côté, il y a du handicap psychique, mais c'est vrai qu'historiquement, les psychiatres n'étaient pas très bons pour s'occuper du handicap psychique. Et puis après, il y a de la médecine, mais la médecine, c'est de l'urgence vitale et c'est s'occuper des organes. Donc, du coup, la psychiatrie disparaît petit à petit. Et d'ailleurs, il y a un regain de la neuropsychiatrie chez les adultes, en psychiatrie adulte. Hein. Ce qui est tendance, c'est d'être neuropsychiatre. On fait des neurosciences quand on fait de la recherche en psychiatrie aujourd'hui. Il y a des neurosciences. C'est plus de la recherche en psychiatrie. Et en psychiatrie pour enfants, maintenant, ce qui est tendance, c'est de parler de troubles neurodéveloppementaux. D'ailleurs, c'est vrai, hein, c'est bien sûr que l'autisme, l'hyperactivité, ça a à voir avec le cerveau, c'est pas le problème, hein, on peut dire ça. Hein. Mais c'est pas gratuit de dire ça. C'est pas gratuit. Et ça a des conséquences même complètement pratiques et triviales, mais et folles. C'est-à-dire, dans mon pays, la France, vous savez que les psychothérapies ne sont pas remboursées en pratique libérale. Et donc, en pédopsychiatrie, le soin le numéro 1, c'est les psychothérapies. Hein, que les enfants soient déprimés, enfin pour la plupart qu'ils soient anxieux, qu'ils aient des troubles envahissants du développement ou de troubles du spectre autistique, les premières prises en charge sont non médicamenteuses. C'est ça qui de base devrait être proposé aux patients.
Or, ben, ou on va dans les structures publiques, il y a entre 6 mois et 1 an et demi d'attente, ou alors on va dans le privé et c'est pas remboursé. Eh bien, aujourd'hui, de façon assez facile, quand je veux, pour un patient qui va plutôt mal, mais sans plus, quand je veux qu'il soit soutenu par quelqu'un à l'école, je peux demander à la MDPH, la Maison départementale des personnes avec handicap, une assistante de vie scolaire, à mi-temps, ça va coûter 4 000 euros par an, et je peux avoir ça assez facilement, alors que je ne peux pas avoir 300 euros pour 6 séances de psychothérapie. Donc vous voyez, c'est pas du baratin, c'est-à-dire ça a des conséquences très concrètes sur la pratique du soin. C'est que aujourd'hui, comme on ne parle plus de psychiatrie, comme la médecine c'est super technique, si on demande de l'argent pour pouvoir parler avec des enfants pour qu'ils aillent mieux ou qu'ils souffrent moins, eh bien on ne peut pas. Bon, alors, qu'est-ce qu'on conclut de tout ça On va dire, bon, mais peut-être que j'ai un discours de réactionnaire. Peut-être que les psychothérapies, c'est pas l'idéal. Peut-être qu'en fait, prendre en charge le handicap, c'est ça qui suffit. Et peut-être que la psychiatrie, c'est has-been, quoi. Alors, il faut savoir se remettre en question. Il faut savoir se remettre en question. Peut-être qu'effectivement, c'est s'occuper du cerveau qui est l'avenir de la psychiatrie. Et peut-être que l'avenir de la psychiatrie, c'est de la neurologie. Il y a des gens qui pensent ça. Alors, moi, je vais revenir à ma consultation d'avant-hier après-midi. J'ai vu 7 patients, mercredi après-midi. Alors, ok, j'en ai vu 4. Ça faisait 6 mois que je ne les avais pas vus. Ils viennent me voir pour faire le point. En gros, ils ont des troubles externalisés avec des troubles des apprentissages. C'est pas la catastrophe, ça va. Donc on discute et on constate que ça va. On fait un peu le point sur est-ce qu'il prend son traitement, est-ce qu'il ne le prend pas, est-ce qu'il est vraiment à l'aise avec son traitement, est-ce qu'il est à l'aise avec ses parents, etc. Et puis j'en ai eu 3 où là c'était plus compliqué. J'ai eu un petit garçon qui s'appelle Sofiane, 7 ans. Alors on pourrait dire qu'il a une hyperactivité, un trouble oppositionnel, des troubles des conduites, etc. Mais en fait c'est pas ça le problème. Son problème c'est qu'il est d'un niveau de violence complètement incroyable, que dans la consultation il s'est accroché aux cheveux de sa mère en la tirant, il a étranglé, que sa mère elle en peut plus, qu'il y a 3 jours il a pris un couteau et il l'a planté à 5 cm du visage de sa petite sœur, que du coup le foyer se sépare, que le papa s'en va, que la maman a voulu une garde alternée et que le papa a dit non, moi je peux pas, j'ai un travail qui est prenant, donc tu vas t'en occuper, et qu'elle, elle me dit, franchement là, ou c'est moi qui me suicide, ou c'est lui qui passe par la fenêtre. J'ai eu Julie, 16 ans, qui était, depuis qu'elle a l'âge de 4 ans, elle est un peu ronde. Sa famille lui dit qu'elle est un peu grosse, qu'elle est ronde, on sourit, mais c'est une petite grosse, etc. Dans la cour de récréation, c'est une petite grosse, etc. Et puis, en 5e, elle commence à faire un régime, et puis elle a trop maigri, et puis ça fait 4 ans qu'elle fait le yo-yo avec le poids, bien sûr qu'elle vomit, etc., etc., etc. Et que 4, elle est adorable, hein. Elle est sympa, brillante, superbe, mais 80% de sa vie est prise par la nourriture. Sans arrêt, elle pense qu'elle va manger, qu'elle va pas manger, qu'elle va vomir, que les gens vont la regarder, etc. C'est ça sa vie. C'est ça sa vie. Et elle voit pas comment sa vie pourrait être différente. Et puis le dernier, c'est Yann, 17 ans, qui a été adopté. Ils étaient 2 frères, ils ont été adoptés, ils sont vietnamiens. Ils étaient adoptés tout petits par une dame qui a eu beaucoup de problèmes dans sa vie et qui là en ce moment est en train de faire déborder ses problèmes sur ses enfants, et à un point que, alors ça se voit pas trop au vu de loin, hein, mais elle fait à peu près tout pour que ça se passe mal. Ça s'appelle de la perversion. Mais alors, on va dire, encore un psy qui dit du mal des mamans, ça peut arriver, voilà. C'est pas politiquement correct, mais ça peut arriver que des parents fassent beaucoup de mal à leur enfant.
Alors, bon, voilà ma consultation de mercredi après-midi. Mais moi, j'aimerais bien. Sofiane, Julie et Yann, c'est de la psychiatrie, c'est pas du handicap, c'est pas du bien-être. Euh, le petit Sofiane, c'est l'objectif, c'est pas que c'est heureux dans sa vie, hein. Le problème, c'est que sa mère est en train de penser à se suicider ou de le balancer par la fenêtre. Et ça n'a rien à voir avec une question de handicap ou une question de bien-être. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est des gens qui sont en souffrance. Ils sont en souffrance comme quand on annonce à quelqu'un qu'il a un cancer du pancréas. C'est exactement la même chose. C'est ça qu'on vit. Les gens n'en peuvent plus quand ils sont comme ça. Ils n'en peuvent plus. Et c'est vraiment de la médecine. Donc, et là, j'en arrive à la conclusion de ma présentation. Donc, il faut dire que la psychiatrie, ça existe. Il existe des patients qui ont des plaintes très particulières. Ces plaintes sont en rapport avec leur vie intérieure, leur vie psychique. Et c'est le cas de mes 3 patients. Et c'est vrai quand c'est des adultes, et c'est vrai quand c'est des enfants. Et quand c'est des enfants, ça rejaillit sur une famille en fait. C'est une famille qui est en souffrance quand on est en psychiatrie pour enfants. Et donc c'est plus compliqué. Parce que Sofiane, il est en souffrance, mais sa mère, elle l'est encore plus. Donc ça existe. Ça existe et c'est une vraie spécialité médicale. Parce que, je vous garantis que s'occuper de ces 3 patients, c'est pas facile. Il faut des années d'études pour savoir comment s'en occuper. Et d'ailleurs, personne ne veut s'en occuper, hein. On dit, allez voir votre médecin, c'est ce que je vous disais au début, allez voir votre psychiatre, c'est lui qui va pouvoir vous dire. Alors, vous voyez, on est dans une véritable injonction paradoxale, c'est que la psychiatrie c'est ringard, mais quand il y a des patients qui sont comme ça, c'est au psychiatre à s'en occuper. Donc il faut dire stop, ça ne peut pas durer, il faut regarder la réalité en face. Et là, j'en veux un petit peu, alors Chiara est partie, Chiara Servilli qui travaille à l'Organisation mondiale de la santé, et qui est quelqu'un avec qui on travaille, puisque l'Association internationale de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent est très proche de l'OMS et en particulier de la section psychiatrie. Mais vous savez, l'OMS a développé un programme qui s'appelle MHGAP, Mental Health Gap, et l'ancienne présidente de l'OMS dit ça, il y a une idée largement répandue mais erronée, que l'amélioration de la santé mentale exige des technologies sophistiquées et coûteuses et un personnel hautement qualifié. La réalité, c'est que pour la plupart des troubles mentaux, neurologiques ou liés à l'abus de substances, ils peuvent être gérés par des soignants non spécialisés. Alors, je comprends pourquoi ils disent ça, hein. C'est que ça permet de proposer à des pays où il n'y a aucun psychiatre des stratégies de soins où on peut s'occuper à bas coût des patients en grande nécessité. Je comprends, et d'accord. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Pour s'occuper d'un enfant dans une famille où il y a de la perversion, il faut être un professionnel hautement qualifié. C'est horriblement compliqué de s'occuper d'une situation comme ça. Donc, la psychiatrie, ça existe. Et ça demande des moyens, comme ça demande des moyens de s'occuper d'un enfant avec une leucémie. C'est exactement la même chose. D'ailleurs, vous savez que le pronostic vital d'une patiente hospitalisée pour anorexie, c'est le même pronostic vital qu'une patiente hospitalisée pour une maladie de Hodgkin. C'est juste épidémiologique. Alors après, effectivement, à l'opposé, il y a la quête pour le bien-être, pour la santé mentale, et c'est très bien. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Et d'ailleurs, c'est bien pour la prévention primaire des troubles psychiatriques. Hein, c'est-à-dire militer pour le bien-être contre la violence, par exemple, militer et avoir des actions politiques contre la violence intrafamiliale, c'est très bien. Ça permet, la plupart des troubles psychiatriques, beaucoup de troubles psychiatriques sont liés à des antécédents de violence pendant l'enfance, de maltraitance. Donc moi je suis pour qu'il y ait du bien-être, mais ce n'est pas notre job. On peut dire que un abus sexuel sur un enfant, ça le détruit, parce qu'on le voit en consultation, des enfants détruits parce qu'ils ont été abusés sexuellement. On peut le dire, mais c'est aux politiques de gérer ça. C'est pas à nous de le prendre en charge. On n'a pas de légitimité pour ça. Donc oui, la santé mentale, ça a à voir avec la psychiatrie, mais de loin. Mais de loin. Alors après, il y a la question du handicap et la question de la chronicité. Alors oui, effectivement, je vous ai dit que j'avais 4 patients dans ma consultation. En fait, on s'est vu, mais on s'est vu juste pour se dire bonjour. Et c'est important de se dire bonjour. C'est important de préserver le lien thérapeutique, mais
dans ces consultations-là, c'est vrai que j'ai pas fait de psychiatrie. Hein, c'est vrai que j'avais plaisir de les voir, ils avaient plaisir de me voir, on a parlé. Et c'est vrai que là, les problèmes compliqués, c'est l'intégration à l'école, c'est comment faire pour que ça passe bien dans la fratrie, etc. Et c'est vrai qu'en fait, je reconnais que là, c'est un travail de groupe authentiquement, et que c'est différent d'un travail psychiatrique à proprement parler. Et donc oui, il y a une zone intermédiaire entre la santé mentale et la psychiatrie. Il y a une zone intermédiaire pour laquelle on n'a pas vraiment de nom aujourd'hui, parce qu'on va dire handicap, mais handicap, oui, c'est compliqué d'ailleurs. Vous savez que c'est quand même particulier. Handicap est un mot anglais, hand in cap, et que les Anglais ont abandonné le mot handicap, ils ont utilisé le mot disability. Et ce sont les francophones qui ont gardé le mot handicap. Parce que handicap a une connotation un peu stigmatisante. Donc, et puis, tous les problèmes de chronicité, on parlait d'autisme tout à l'heure. Alors, est-ce que l'autisme est une pathologie, une différence, un handicap? Vous savez qu'aujourd'hui, la question est une question ouverte, hein, selon que l'on est représentant d'associations de parents, clinicien ou représentant d'auto-représentants, c'est-à-dire de sujets autistes. Hein, les sujets autistes veulent être reconnus comme différents, enfin en France, hein, et dans d'autres pays. Les associations de parents militent plutôt pour du handicap, et puis les cliniciens disent mais quand même l'autisme c'est une maladie. Donc il y a un vrai questionnement autour de cette zone qui est entre la santé mentale et la psychiatrie, sur laquelle vous voulez axer aussi votre journée. Et donc oui, il faut la construire. Il faut la construire. Et aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Aujourd'hui, on est encore, dans la plupart des pays, dans une situation clivée. Et ça s'explique parce que, d'un côté, vous avez une tradition médicale très pyramidale, il faut être honnête. Hein. Quand on travaille dans un service hospitalier, il y a des chefs, c'est les médecins, et puis après il y a des infirmières, etc. Ils sont en dessous. Et d'ailleurs, ça se comprend, si vous voulez, ça se comprend parce que dans un service de cardiologie, quand quelqu'un fait un arrêt cardiaque, eh ben, on dit masse, et il faut obéir. Parce que si on commence à discuter, ah mais oui, mais écoute, tu sais, en fait, je suis pas sûr, etc., le patient meurt. Donc il faut... le monde médical est un monde d'efficacité extrême. Et donc, le management est un peu spécial, souvent. Et c'est un management qui a des problèmes parfois avec la multidisciplinarité. C'est de notoriété publique. Hein. Or, le domaine du handicap, ou de cette zone grise, est un domaine de la multidisciplinarité. Et le médecin n'est pas forcément l'interlocuteur numéro 1 là-dedans, voire même, en fait, il ne l'est pas. On est bien d'accord, c'est une réalité aussi. Et donc, du coup, il faut trouver de nouveaux moyens de vivre ensemble, il faut organiser ça, il faut que les médecins acceptent que... Et sans leur dire, écoutez, non, maintenant, tu n'es rien du tout, donc basta, tu es là que pour faire les prescriptions de médicaments, parce qu'on voit ça aussi. Hein, non, il faut organiser cette zone grise. Et puis, à côté, il y a la santé mentale, mais ça, c'est un projet politique. Voilà. Alors, on avait proposé en début de cette journée de pouvoir parler librement. Vous avez compris que j'avais pris cette liberté. Merci pour votre attention.